Il naquit dans une petite ville du Latium, sans faste, mais son nom allait bientôt faire trembler les puissants de Rome. Comment un fils d'Arpinum devint la conscience et la voix d'une république en péril? Restez jusqu'à la fin pour découvrir l'épisode qui changea à jamais le destin d'un orateur. Et abonnez-vous à Histoires et Mystères Incroyables pour ne rien manquer et pour m'encourager à vous fournir plus de contenu. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons suivre la vie de Marcus Tullius Cicéron, un homme dont l'éloquence a façonné l'histoire. Je vous propose un voyage qui commence dans les ruelles d'Arpinum, traverse les écoles de Grèce, les tribunaux de Rome, les champs de bataille et les palais du pouvoir. Objectif de la narration, comprendre comment un orateur devient acteur politique, comment la parole peut sauver une vie, renverser des réputations et parfois provoquer la colère des plus puissants. Ton, alternance d'intimité et d'intensité, comme si l'on feuilletait un grand roman historique, mais avec la précision d'un document. Né le 3 janvier de l'an 647 de Rome, Marcus Tullius voit le jour à Arpinum, une petite cité du Latium. Sa famille n'est pas de la plus haute noblesse, mais elle est respectée, citoyen, chevalier, attaché à la culture et aux lettres. Sa mère, Helvia, et son père, homme de savoir, lui donnent une éducation solide. Très tôt, Cicéron étonne par sa vivacité d'esprit et sa soif d'apprendre. À Rome, il fréquente les maisons des grands jurisconsultes et orateurs. Il reçoit des leçons de maîtres grecs et latins, apprend la rhétorique, la philosophie, la poésie. Il traduit Homère, s'essaie à la tragédie, compose des traités. À 16 ans, il prend la robe virile et entre dans le monde des affaires publiques. Ce qui frappe chez le jeune Cicéron, c'est l'ampleur de ses études. Droit, philosophie, rhétorique, mathématiques, musique. Une curiosité universelle qui le prépare à devenir un orateur complet. Il n'est pas seulement un technicien de la parole. Il veut que la parole soit un art, une arme et un remède. La guerre sociale et les luttes civiles bouleversent Rome. Les écoles ferment, les maîtres meurent ou s'exilent. Cicéron, jeune homme, voit ses guides disparaître dans la tourmente. Mais ces années de chaos deviennent pour lui un temps d'études solitaires et de maturation. Il publie des traités, approfondit la rhétorique et forge son style. Son premier grand triomphe au barreau survient dans une affaire périlleuse. La défense de Roscius, accusé par un favori de Sylla. Personne n'ose s'opposer au dictateur, mais Cicéron accepte. Sa plaidoirie est un mélange d'audace, d'adresse et d'éloquence pure. Il sauve Roscius et s'impose comme un avocat capable de défier la peur et l'injustice. Après ce succès, il voyage en Grèce et en Asie pour parfaire son art. Il écoute les plus grands rhéteurs, se confronte aux écoles philosophiques et revient à Rome transformé. Plus sûr de sa voix, plus maîtrisé dans le geste, plus profond dans la pensée. Il apprend à faire vibrer les passions du public sans jamais perdre la clarté de la raison. Qu'est-ce qui fait de Cicéron un orateur hors pair? 3 éléments essentiels. La culture universelle, la maîtrise du style, l'art de l'action oratoire. Culture universelle. Il puise dans la philosophie, l'histoire, la poésie pour nourrir ses discours. Maîtrise du style. Il adapte le latin aux nuances du grec, enrichit la langue romaine, sculpte les phrases pour frapper l'imagination. Action oratoire. Il sait utiliser le geste, le silence, la péroraison, cette partie finale du discours où l'émotion se libère. Dans un procès d'empoisonnement, Cicéron ne se contente pas d'aligner des preuves, il attaque la froideur de l'accusateur. Il met en scène l'indifférence, il provoque l'indignation du public. Ses adversaires restent muets. Ses collègues lui confient la péroraison, car il sait transformer des mots en larmes, en colère, en admiration. À 31 ans, Cicéron devient questeur et part pour la Sicile, province cruciale pour Rome. Là, loin des intrigues de la capitale, il montre une autre facette. L'administrateur juste et désintéressé. Il gère les ressources, protège les populations et gagne la confiance des habitants. Un épisode illustre son esprit curieux. La recherche du tombeau d'Archimède à Syracuse. Les Syracusains l'avaient oublié, mais Cicéron, attentif aux signes, découvre une colonne ornée d'un cylindre et d'une sphère, vestige du tombeau du grand savant. Il consacre un monument et, avec une pointe d'ironie, fait graver seulement ses 2 premiers noms, Marcus Tullius,
laissant le Cicéron aux soins d'un jeu d'étymologie. Cette quête montre que Cicéron n'est pas seulement un homme de loi, il est un passeur de mémoire, un conservateur des savoirs, un citoyen qui relie Rome aux grandes traditions de la Méditerranée. En l'an 63, avant notre ère, Cicéron atteint le sommet de sa carrière, il est élu consul. Mais son mandat est immédiatement mis à l'épreuve par une menace sans précédent. Un noble déchu et ambitieux, Lucius Sergius Catilina, conspire pour renverser la République. Rassemblant une armée de mécontents, il prépare un coup d'État sanglant, prévoyant d'incendier Rome et de massacrer les sénateurs. Informé du complot, Cicéron agit avec une vitesse et une intelligence redoutables. Le 8 novembre, il se dresse devant le Sénat et prononce la première de ses 4 fameuses catilinaires. D'une voix tonitruante, il apostrophe directement Catilina, présent dans l'Assemblée. « Jusque à quand, Catilina, abuseras-tu de notre patience ?» Le discours est si puissant, si accablant, que Catilina, démasqué et isolé, est contraint de fuir Rome pour rejoindre son armée. Mais les complices de Catilina sont toujours à Rome. Grâce à un réseau d'informateurs et à l'interception de lettres, Cicéron obtient les preuves irréfutables de leur trahison. Il les fait arrêter et, après un débat houleux au Sénat, prend la décision controversée de les faire exécuter sans procès formel, arguant de l'état d'urgence pour sauver la patrie. Cet acte, bien que salué sur le moment comme un sauvetage de la République, lui vaudra des ennemis mortels et hantera le reste de sa vie politique. Quelques années plus tard, les ennemis de Cicéron, menés par le tribun Claudius Pulcher, exploitent l'exécution illégale des complices de Catilina. Une loi est votée, condamnant à l'exil quiconque a fait exécuter un citoyen romain sans jugement. Cicéron, abandonné par ses alliés politiques comme Pompée et César, est forcé de quitter Rome. C'est une période de profonde dépression pour lui. Ses biens sont confisqués, sa maison sur le Palatin est détruite. Loin de Rome, il écrit des lettres déchirantes, exprimant son désespoir et son sentiment d'injustice. Mais même dans l'adversité, ses partisans ne l'oublient pas. Le peuple et une partie du Sénat réclament son retour. Après plus d'1 an d'exil, la situation politique change. Ses alliés reprennent le dessus et votent son rappel. Son retour à Rome est un triomphe. Des foules immenses l'acclament sur son passage, célébrant le retour du « père de la patrie ». Cet épisode montre la volatilité de la politique romaine, mais aussi l'attachement profond que le peuple pouvait avoir pour l'homme qui avait sauvé la République. Rome est au bord du gouffre. Jules César, après avoir vaincu ses rivaux, s'est fait nommer dictateur à vie. Pour beaucoup de sénateurs, dont Cicéron, la République n'est plus qu'une ombre. Bien que mis à l'écart du pouvoir par César, Cicéron observe avec une angoisse croissante la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Le 15 mars de l'an 44, avant notre ère, les ides de Mars, le destin bascule. Un groupe de sénateurs, mené par Brutus et Cassius, passe à l'acte. Dans l'enceinte même du Sénat, ils poignardent César à mort. Cicéron est présent, témoin stupéfait de la scène. Il n'était pas dans le secret de la conjuration, mais en voyant le tyran tomber, il aurait, dit-on, crié le nom de Brutus, saluant l'acte comme une libération. Pour Cicéron, cet assassinat est un tyrannicide, un acte juste et nécessaire pour restaurer la liberté et la République. Il qualifie les assassins de héros. Cependant, l'espoir d'un retour à la normale est de courte durée. L'assassinat de César ne restaure pas la République. Il la plonge dans une nouvelle guerre civile, encore plus sanglante, opposant les partisans de César, menés par Marc-Antoine, aux assassins. Un conflit qui scellera non seulement le sort de la République, mais aussi celui de Cicéron lui-même. Marcus Tullius Cicéron a traversé les âges comme la voix d'une République en crise. Orateur, juriste, philosophe, il a prouvé que la parole peut défendre la justice, réveiller les consciences et préserver la mémoire. Son art a transformé la langue latine et posé les bases d'une rhétorique qui nous parle encore aujourd'hui. Si cette plongée dans la vie d'un des plus grands orateurs de l'Antiquité vous a captivé, abonnez-vous maintenant à Histoire et Mystères incroyables. Activez la cloche pour recevoir nos prochaines enquêtes historiques et nos récits qui dévoilent les secrets du passé. Merci d'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle histoire qui vous fera voir l'histoire autrement.